En Moi, garantie? j'enregistre. Ah, t'enregistres. D'accord. Voilà, j'enregistre, c'est bon. Tu m'entends bien? Oui. Voilà, super. Bah écoute, d'abord, on va faire comme ça. Je vais te laisser, si tu as prévu de parler, est-ce que tu vas parler librement ou est-ce Je que... veux parler pour le monde, ce que j'ai senti pour ces groupes. Et après, si tu veux me poser des questions, tu me poses des questions. Et t'inquiète pas, même si l'université a consacré qu'une heure pour nous, je peux nous donner plus de temps sans problème. D'accord, OK? d'accord. Tu veux dire pour la conversation avec eux? Oui, oui. D'accord, Et pour super, nous, ok, OK? génial, N'a pas de génial. problème. Alors, j'essaie de... Voilà. Là, c'est bon pour toi, là? Oui, c'est super. Je vois D'accord. tout derrière. Merci. Merci, j'ai aussi un beau tableau derrière Ah moi. oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Serpent. Ça fait un serpent, C'est un exactement. serpent ou c'est un chemin? Il faut Oui. le voir du Mais côté. les serpents, c'est toujours un chemin. Ah oui, bah oui, exactement. Elle est, elle est lui-même les chemins, les serpents. Oui, ouais, déjà dans sa forme, oui, exact. Alors, dis-moi une chose. Tous les étudiants sont des francophones ou sont des Non, anglophones? non, il y a trois étudiants de 12 qui sont francophones. Et donc, la façon dont on va faire la conversation va être que moi, je vais traduire leurs Oui. questions. Par contre, il y a une brésilienne. Donc, Ah, et elle peut te poser des questions directes en portugais brésilien. parce qu'elle ne parle pas français? Elle parle anglais et portugais, donc brésilien. D'accord. Et donc, Et les gens de cette université, c'est une université internationale, c'est ça? c'est ça, c'est une école de beaux-arts à Anvers, en Belgique, qui a un master qui travaille sur la recherche artistique dans le contexte social et politique. On parle beaucoup donc de contexte d'écologie, des injustices postcoloniaux, Et le donc, et donc, la question coloniale, c'est la question coloniale d'Afrique en Pas Belgique? seulement, on parle aussi beaucoup de. Moi, je les ai fait lire quelques textes d'une chercheuse bolivienne, Silvia Rivera Cusicanqui, qui est une Aymari, je crois, Oui. et qui est très forte dans ses mots. Elle est très dure et très forte dans ses mots. Et elle s'oppose beaucoup à ce concept de décolonialité qui a été très mis en avant par Walter Mignolo, qui est un homme blanc, voilà, tu connais. Et elle est très en opposition avec lui. Et, voilà, on a lu ça, par exemple, Et donc, je ne sais pas si c'est une synergie, mais moi aussi, je ne suis pas pour. Ah, voilà, bah, je m'en doute, hein, je Je m'en ne suis doute. pas pour. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre et Oui, pourquoi je s'il pense te qu'il faut plaît. penser peut-être différemment la question pas de, pas de colonisation, ni de décolonisation, ni de post-colonisation. Je crois qu'il faut démarrer peut-être par là, n'est-ce pas? Super, OK. super, ça marche. Alors, je commence. Oui, s'il te plaît. Alors, Piagapi Hatekopoti, je salue tout le monde. Je remercie l'opportunité de partager un regard, un point de vue, un chemin, une manière de concevoir le monde afin de pouvoir peut-être élargir, amplifier, discuter cette réflexion que vous entamez en Belgique autour des sujets de colonisation, de décolonisation, peut-être même de post-colonisation. En tout cas, ce sont des mots que j'ai entendus dans l'email de Natacha. Alors, tout d'abord, il faut que vous sachiez que ma parole, c'est une parole de quelqu'un qui a laissé abandonner. J'ai fait
l'abandon. J'ai fait les dons aux universités pendant la période que j'étais anthropologue, un peu historienne, un peu beaucoup de choses. J'ai laissé au bord du chemin les dons de ces chemins parcourus pour consacrer ma vie à d'autres chemins qui me sont plus profonds, qui sont des chemins liés à mes 21 générations d'animistes, des chamans, des gens des forêts. Je trouve que nous sommes des chercheurs dans l'appartenance de la vie, dans l'appartenance des mystères, surtout des invisibles. Et donc, ce que je propose aujourd'hui, ce n'est pas vous donner une direction, parce que dans l'animisme, on ne donne pas la direction, on partage la direction, on partage le chemin parcouru et on partage la volonté de construire un chemin à parcourir. C'est différent des universités qui proposent des chemins déjà encadrés, où les élèves doivent penser par la pensée des autres. Et je crois que ça, c'est la première chose qui pose problème dans la discussion de la colonisation. Comme si les universités, malgré ces noms assez beaux, universités, qui à mon sens devaient être un des lieux, des milieux, des territoires les plus larges possibles, sont configurés quand même par discipline, par domaine. Et voilà que peut-être les universités sont aussi un des lieux d'héritage d'une colonisation, d'une décolonisation, d'une post-colonisation. Et donc, essayons d'élargir les universités, essayons d'élargir l'essence du beau et d'art, l'art du beau, pour les Tupinamba, un des peuples qui me sont liés par les héritages familiaux, familial, héritage c'est féminin. Alors, ce qui est beau, c'est ce qu'on offre l'autre, pas par l'esthétique, mais par la volonté de construire un beau, ça veut dire construire une possibilité d'un partage dans la beauté du monde. On considère que la vie, c'est cette beauté intrinsèque, explicite et généreusement offerte. La question de la colonisation, c'est la rupture de cette conception de liberté du beau, de liberté dans le beau. Mais il y a des éléments, et donc je vais commencer aujourd'hui avec vous à vous proposer peut-être 6, 7, 8, 9 chemins, 9 expériences qui me semblent importantes pour élargir l'essence de thèmes qui vous sont chers. Alors, je dirais que moi, j'ai des problèmes avec la décolonisation, la post-colonisation, parce que tout remet à la colonisation. Vous voyez, le mot est attaché. Décoloniser, il faut aller dans la colonisation. La post-colonisation, ça veut dire que la référence, le paradigme est quand même toujours dans la colonisation. Et donc, je crois qu'il y a un premier problème qu'il faut discuter, c'est le problème de la conscience du lieu. Je trouve qu'il y a un manque de conscience du lieu. Et le manque de conscience du lieu, la conscience du milieu, la conscience du territoire, c'est le problème qui est dans l'histoire des colonisations plurielles, les histoires des colons, des colonisés et de ceux qui certainement, encore dans une influence de la pensée blanche, je me permets, donne la suite encore d'une idée qu'on peut s'y faire à partir d'une histoire de colonisation. Non. À mon avis, il faut élargir, il faut avoir conscience du lieu.
Et donc, je crois que on peut vous secouer, on peut vous basculer, parce que je crois que la colonisation, c'est cette chose, ce processus politique, social, même religieux, qui détermine la place de certains pour justifier la liberté des autres. Une minorité est libre, pour une majorité esclave. Esclave d'une pensée, esclave d'un mode de conception du monde qui est, il joue, il fait contresens à la propre histoire du corps. Donc, c'est par là mon point de départ. La conscience de lieu. La première conscience de lieu, c'est de notre corps. Mon corps, c'est un lieu. Moi, ce n'est pas moi qui est propriétaire de la terre. La terre ne m'appartient pas, comme mon corps ne m'appartient pas. C'est une expérience, c'est une conscience de lieu, d'un milieu, d'un territoire, terre avec un T majuscule, puisque nous appartenons à la planète qui nous confine. La Terre, planète, est notre confinement. Pendant toute la vie, on est confiné dans une planète qui est dans la banlieue cosmique d'une galaxie, elle-même entourée d'une vie très large qu'on appelle Via Lactée, elle-même à l'intérieur, par multiples relations et liens, des astres, planètes, constellations, des vies sidérales liées à un univers qui nous termine par là. Elle est emboîtée en convergence, en lien, en mimétisme, en interaction, en correspondance à d'autres univers. Et notre corps est dans cette terre T majuscule, notre premier lieu de confinement, notre premier berceau, et nous n'avons pas la conscience du lieu. Nous pensons que nous appartenons à une nation colonisée ou colonisatrice, à un pays, à un continent. C'est trop contraignant et restreignant. Notre lien des lieux premiers, c'est ce corps provisoire tant qu'elle est là avec nous, tant qu'elle est là dans cette énormissime terre, elle-même liée, comme j'ai dit, à plusieurs éléments. Et notre univers, c'est, si vous voulez, les lieux les plus larges que nous arrivons à concevoir comme lien premier. Si nous venons de quelque part, nous venons de là. Si notre terre première est une terre, c'est là notre terre. C'est une terre de ciel. C'est une terre d'eau. Et la non-conscience de ces lieux peut nous faire esclaves aujourd'hui, peut nous laisser restreints et contraignants au rapport de consommation des systèmes qui soient communistes ou capitalistes ou socialistes ou même démocratiques. Donc la colonisation, elle est liée à ces systèmes qui veulent rompre notre lien primordial et nous fait penser que nous appartenons à un droit d'un blanc
même dans noir, si c'est lui mon maître. Et comme chose, j'appartiens à. Je suis la chose de. Alors, notre corps, c'est notre premier objet de colonisation quand nous sommes sans conscience du lieu, sans conscience de notre milieu, sans conscience de notre territoire. Alors, vous allez dire que c'est une relation métaphysique que je vous propose. Si vous voulez faire ce genre de réflexion théorique, si ça vous semble bien, je vous propose une manière de voir. Je vous propose de m'accompagner dans ces chemins. Et après, on s'y ouvre à discuter et à amener plus loin ces chemins. Si la colonisation nous prive de la conscience du lieu, ça veut dire que mon corps, il est un corps pour le travail esclave. Mon corps, il est sans ou presque sans individuation, sans individualité, sans intimité. Et pire, mon corps, il est tenu sous l'intimidation, constante intimidation du pouvoir d'un autre sur mon corps. Donc, les blessures d'un corps brisé par ces liens, par cette conscience du lien avec mon corps, va permettre même dans les projets de colonisation que la religion, et par la religion ou les religions, ces corps deviennent aussi soumis aux règles d'une colonisation d'un corps qui devient objet d'un autre. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la relation, c'est que ce n'est pas nous qui possédons. La terre ne nous appartient pas, ni la terre T majuscule, ni la terre T minuscule. C'est nous qui appartenons à la terre. Terre, planète, c'est nous qui appartenons à la terre, planète, en tant qu'être terrestre. C'est dans le sens des mots. C'est dans l'épistémologie. Être terrestre, c'est notre conscience du lieu, planète Terre. Notre appartenance à la Terre, Terre T minuscule, fait que nous sommes des terriens, habitants de la Terre. Mais l'appartenance au territoire, nous appartenons à un territoire en tant qu'individu qui vit des expériences avec les lieux, les milieux, les propres territoires, avec notre propre territoire, corps, milieu, corps, lieu, corps, et d'autres territoires qui s'extériorisent. Ça veut dire chaque corps devant nous, c'est un lieu, c'est un milieu, c'est un territoire. Et la colonisation va intervenir dans cette relation de liberté confinée, parce que notre liberté est toujours confinée dans la planète Terre, hein, dans la galaxie, dans les cosmos, où notre Via lactée, notre Soleil, notre Lune, notre planète réside, notre lieu, notre adresse cosmique, brise ces chemins pour nous apporter des relations assujetties aux religions, ou une religion qui va nous intimider vis-à-vis notre
universalité cosmique, notre liberté confinée qui soit, mais qui est beaucoup plus vaste si on la considère, considérée par cette immense unité cosmique, vient tous les systèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, linguistiques de cet autre qui m'impose sa langue, son territoire, son travail, sa forme de voir le monde, sa forme de séparation entre moi et l'autre. Moi noir, amérindien, l'autre blanc, libre, colonisateur. Ça peut être l'autre colon, hein? La colonisation est vaste. Le problème, c'est que quand on regarde le mot esclavage, c'est comme si on parlait d'un substantif, quelque chose de vague. On diminue la force du processus de rendre l'autre esclave. Et en rendant l'autre esclave, j'affirme ma liberté que je n'ai pas. Parce qu'en fait, cette liberté du blanc ou du colon, noir ou blanc, elle est aussi apparente. Parce que si j'étais libre, je n'avais pas les besoins de faire de l'autre mon esclave. Donc, il y a un problème conceptuel dans la colonisation. La colonisation regarde seulement par un prisme, par une seule perspective, en mettant les colonisateurs comme forts et les colonisants comme faibles. Facile. Facile pour créer une conception de soumission, une conception d'esclavage, né, dans le sens que l'autre ne peut pas opérer comme conscience libre. Et donc, je voudrais partir de là pour dire que je crois que dans la première question que vous devez poser, c'est quelle conscience avez-vous en beaux-arts de votre corps comme lieu d'appartenance à la vie, d'appartenance à la terre, terre T majuscule. Comment peut-on participer aux beaux-arts, créé, co-créé par les arts, un langage qui va réinscrire les corps dans des sociétés de souveraineté, des sociétés disciplinaires. Puisqu'il s'agit de ça dans la colonisation ou même dans la décolonisation. On ne sort jamais du principe qu'il y a des sociétés supérieures et d'autres inférieures. Les sociétés de souveraineté s'y imposent impunément, imposent sa pensée sans aucune discussion, comme si la supériorité les donne ces conditions de s'y poser et s'imposer. Alors, si on ne pose pas la question de quelle conscience du corps j'ai sous mon propre corps, sous les corps de l'autre, sous les corps des autres, comment peut-on sortir de ces pièges de la pensée blanche au noir? Ça veut dire une pensée qui est liée à la colonisation. Il y a tout ce qui revient à la colonisation, donc la décolonisation et la post-colonisation. Je trouve que le premier problème, c'est qu'il faut peut-être voir que dans la blessure coloniale, notre conscience de corps, c'est elle qui est toujours
la plus touchée. Notre corps n'est pas libre. Et ne me dites pas que c'est en retirant les vêtements qu'on se fait libre. Non. Et ne me dites pas que c'est l'argent en achetant qui nous fait libre. Tous les deux sont deux pièges. Je ne parle pas de ce qu'on fait du corps. C'est du corps qui est, du corps qui vit. Vit comment? Elle est libre jusqu'où? Elle est libre jusqu'à la carte. Il va faire des achats. Elle est libre juste aux instruments, les outils numériques. S'il n'a pas les outils, mon corps est désespéré. Vous voyez bien, on n'a jamais sorti de la colonisation et de l'esclavage. Donc, il faut repenser. Il faut repenser les problèmes de déterritorialisation. Cette chose qui retire de chacun, à chacun, en chacun, dans chacun, la conscience qu'il est un territoire. Et la déterritorialisation, c'est un mot quand même, hein? Déterritorialisation représente que la première expérience à mettre en réflexion, mais mettre en pratique, c'est la conscience d'appartenance. Les territoires, la Terre, la planète ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la Terre, au territoire. Mais peut-on appartenir à une terre sans avoir un bout de terre? Un hectare? Une maison? Vous voyez, la terre est devenue des appartements, des maisons. Non, c'est un faux piège. L'appartenance à la terre, ce n'est pas de devenir propriétaire. C'est qui nos expériences d'individuation collective nous donnent une histoire des liens à la terre. Donc, la première aventure que je voudrais discuter avec vous, dans la suite d'une conscience du lieu, du milieu et du territoire, c'est de vous amener avec moi dans les chemins, de revoir l'expérience de ce que j'appelle l'expérience de médiation. Alors, lorsqu'il y a la colonisation, ok? On va, parce que vous m'avez donné ce point de départ. Quand vous parlez de décolonisation, vous mettez toujours les points de départ dans la colonisation. On ne parle pas des hommes libres. On parle des hommes pris, des hommes arrêtés, des hommes freinés par quelque chose. Cette espèce de substance, colonisation ou esclavage. Non, il faut y aller dans l'expérience de médiation. Il y a un problème premier qui c'est, je crois que c'est un faux problème, il faut qu'on dépasse rapidement ce faux problème, c'est de penser qu'il y a des territoires natifs. Que moi, je suis natif de Amazonie. D'où venez-vous, Katitou? En France, quand je suis dehors, je ne suis pas confinée, que les gens ne sont pas confinés, les gens me posaient cette question. Un jour, j'ai compté 67 fois dans la journée. D'abord, l'autre dit, vous venez d'où? C'est là votre où? Je dis, je viens d'ici. Parce que c'est un faux problème. C'est un problème de mentalité coloniale, de penser qu'il y a
une espèce de lieu de naissance où nous sommes natifs. Et donc là, c'est notre paradis perdu. Il y a quelqu'un qui appelle ça des processus d'ethnicité fictive, qui c'est un fantasme, les fantasmes d'origine. Peuple premier, peuple d'Amazonie, peuple africain, peuple français, peuple sibérien, et comme ça, comme ça, comme ça. Non, nous sommes des migrants. Une fois que notre corps, notre conscience du lieu nous montre que nous avons un premier lieu, c'est un lieu d'espèce. Ok? Moi, je ne suis pas moi. Moi, je suis une en plus dans l'espèce humaine. Mon lieu, mon corps-lieu, est un exemplaire du processus de multiplication de mon espèce. Je participe à la continuité d'une espèce. Ma singularité, c'est que mes ADN et ARN ne sont pas trompés. Je suis unique dans l'espèce. Ça ne se répète pas. Mon background, par contre, se répète. Il se répète parce que moi, tous mes réflexes, même mes ADN et ARN, ne sortent pas d'une boule Kachitutayasu, non, vient d'une longue expérience des lieux, des milieux et des territoires. Je suis fille de l'eau. Je suis fille des rivières cosmiques, comme vous. Et notre histoire commence avec une navigation d'eau, météorites, astéroïdes. Ça va venir un long processus de gelée. Mais quand ça va dégeler, il y a les algues océaniques, il y a les bactéries océaniques. Il y a un mécanisme, un processus de lumière, d'excès d'oxygénation. Et voilà que ça va commencer des vies unicellulaires. Ça va rester de milliers d'années. C'est environ 4 milliers et demi d'histoire, des liens entre cellules, océanobactéries et des bactéries, toute cette chose qui va devenir la Terre. La Terre T minuscule. La Terre, un territoire en mutation constante. Mutation constante. Nous sommes cette conscience des mutations. Et alors, comment peut-on dire je suis amazonienne, je suis sibérien, je suis français? Faux problème. Comme si on avait cru au mythe du paradis perdu d'Adam et Ève, et nous avons un besoin d'afficher une appartenance à un pays, à une nation, à un lieu, territoire figé. Non, nous sommes des migrants qui ont bougé. Ceux qui sont arrivés aux Amazonies, et je dis bien au pluriel, parce que les Amazonies sont des territoires très vastes, même s'ils étaient coupés par les colonisateurs en des morceaux, ils sont très vastes en tant que milieu environnemental. Ceux qui sont aux Amériques du Nord, centrale, jusqu'à Amérique du Sud, en Patagonie, sont probablement des Mongols, des Sibériens qui ont marché,
qui ont traversé des océans. Pourquoi on s'y fige dans l'idée? Pourquoi on a besoin de figer? Peut-être parce qu'on a abandonné le nomadisme, tout simplement. Parce que pendant qu'on appartenait à la terre et qu'on marchait, on n'avait aucun besoin de dire ça c'est à moi, ça c'est à toi. On découvre, on se déplace, on exerce l'expérience du lieu et des milieux et des territoires. Et une fois qu'il vient un point de départ différent, ça veut dire la sédentarisation. Là, ça commence une histoire d'appartenance du lieu. Je me pose, c'est à moi. On a oublié la conscience du lien premier. Nous sommes des nomades. Si nous sommes sortis d'un ventre, probablement c'est un ventre très africain et très aborigène. Et si les recherches paléontologiques poursuivent, on va voir peut-être même d'autres surprises. On va voir que notre nombril original est parti encore par d'autres chemins. Donc, sortez de l'idée du territoire natif. Nous ne sommes pas des peuples premiers qui deviennent les derniers peuples. Et vous n'êtes pas les peuples supérieurs qui ont colonisé les peuples inférieurs. Non, nous sommes des terriens qui, en explorant des territoires, de temps en temps, très souvent même, nous avons des drôles des idées par rapport aux appartenances et les consciences du lieu, les consciences du milieu, les consciences des territoires. Et on peut faire même tort. On peut esclavager l'autre en faisant de nous les premiers esclaves, ceux qui dominent. Parce que n'en pensez pas que dominer c'est facile. N'en pensez pas qu'être dans la position des colons, c'est facile. C'est la place de bourreau, si vous avez oublié. Il faut tenir. Je ne dis pas que c'est évident pour un esclave être esclave. Mais si vous réduisez la place d'un colon à la possession, la place d'un esclave au dépossédé, vous n'avez rien compris. Quand il y a l'expérience du territoire, ça veut dire, qu'est-ce que j'appelle l'expérience du territoire? L'expérience du territoire, c'est que dans un lieu spécifique, ce lieu a des choses. Ça s'y passe des choses, des faits, des événements. Donc, l'expérience du territoire, c'est l'expérience du corps qui est dans une langue. La langue est un territoire. Notre corps, quand il est né, il va vivre plusieurs expériences de son lieu. Il va manger, il va bouger, il va même se mettre debout. Mais il va vivre l'expérience du territoire qui c'est une langue. Ce n'est pas des langues d'origine non plus. C'est juste la langue qui est là, qui fait mon milieu, qui est mon lieu, qui est mon territoire. Ça aurait pu être une autre langue, bien entendu. Cette langue va me permettre, même si c'est des langues des signes, aucune différence, aucun problème, qu'il soit langue des signes ou langue parlée, langue sonore. L'important, c'est que la langue construit dans le corps, la conscience du lieu, du corps. C'est l'expérience du collectif. C'est l'expérience
que mon individu est une individuation collective. Moi, je suis l'espèce qui porte l'histoire de longues et longues espèces qui m'ont précédé. Ce n'est pas seulement des espèces bactériennes, animales, minérales, végétales, mais nous avons l'intergénérationnel. Nous avons une histoire dans notre individuation qui est collective. Chaque jeu, c'est un nous. J'ai écrit un article à un moment donné de ma vie, quand je suis arrivée en français, dans la langue française, parce que je ne suis pas arrivée en France. D'abord, je suis arrivée en français, dans la langue française. C'est elle qui était mon territoire d'abord. Oh, qu'elle était dure, la langue française. Oh, on ne dit pas comme ça, c'est comme ça. Ce n'est pas dans les usages. Il faut employer ceci. On ne dit pas pardon, s'il vous plaît. D'abord, on dit bonjour. Il y a plein de codes. Il faut maîtriser, sinon on peut se tromper grave. On va dire un mot et ça sort en l'autre. Il y a les faux amis. Il y a les intonations. Il y a la phonétique. Oh, et l'écriture, alors comme elle est dure. Donc, je suis arrivée en français. Quand je suis arrivée en français, je ne me reconnaissais pas. Et mes langues, elles ne servaient pour rien. J'étais dépossédée. Et cet exil, et cette dépossession, cette déterritorialisation par l'absence des langues, par l'effet que la langue de l'autre n'en compte plus, que les gens ne sont pas curieux de ce que je porte dans les territoires de mes langues. Là, dite d'origine, c'est pas langue d'origine, n'a pas d'origine, n'a pas de langue d'origine, de territoire d'origine. Là d'où je viens, là où ma migration a fait une pause, parce que moi j'ai fait la suite. Je suis en France, je poursuis la migration d'espèces. Et quand j'arrive en français, ça sort en son. Je ne me reconnaissais pas, cette voix, ce n'était pas la mienne. Quand je parle portugais ou je parle des langues amérindiennes ou les langues africaines que j'ai parlé à l'époque, ou les langues, même anglais, même espagnol que j'ai parlé à l'époque. Donc, il y a presque 21 ans, j'avais d'autres sons qui me créaient lien avec mon individualité, mon intimité de moi-même. Et j'entends ce truc bizarre, cette voix bizarre, ce truc en français là. J'étais étrangère de moi-même. Alors j'ai refusé ce corps et cette langue, cette sonorité. Elle me faisait honte. Et en plus, tout de suite que j'ai essayé une phrase, les gens disaient, vous venez d'où? Alors c'était très décourageant. Alors les territoires, c'est ça. Les territoires sont les expériences qui nous constituent, qui nous construisent, qui participent au nous dans mon jeu. Et donc, à ce moment-là, quand je suis arrivée, il y a 21 ans, à peu près environ, j'ai écrit cet article « Je, c'est un nous ». Parce que j'avais la conscience que même cette étrangère faisait partie d'un nous précédent et elle devait trouver un moyen de se trouver dans ce nous qui était là en France. L'expérience du territoire, c'est ce qui nous resignifie vis-à-vis
nos prétendantes identités, nos armures identitaires. C'est des armures, c'est des ethnographies qui sont rentrées dans notre conscience et on pense qu'on est de là, qu'on est noir, qu'on est amérindien, qu'on est black, qu'on est marron, qu'on est femme, ok? C'est notre armure. L'important, c'est l'appartenance des liens. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette armure? Qu'est-ce que j'ai fait avec ce point de départ? Parce que ce n'est pas un territoire natif, c'est un point de départ. C'est qu'est-ce que j'ai fait de mon point de départ à mon point d'arrivée, et ça c'est tous les jours, c'est ça l'aventure d'appartenir à la vie, d'appartenir à la terre, T majuscule. Donc je n'ai pas besoin d'avoir une terre, un terrain, un bout de territoire à mon nom. Je n'ai pas besoin d'être propriétaire. J'ai besoin de constituer des liens, de savoir, débarrasser des obstacles et créer des médiations. Donc, l'expérience de médiation que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette expérience de mes errances. La première médiation, c'est l'errance. Nous sommes des peuples d'errance, des peuples migrateurs, des peuples de migration. Nous tous, sans exception aucune, même ceux qui ont perdu la conscience de Dieu, même ceux qui ont perdu la conscience d'appartenance à la vie et l'appartenance à la terre. Nous sommes des expériences accumulées d'errance. Nous sommes des expériences de troc. Nous sommes des expériences de supériorité et infériorité dans la nature. Devant les fois de 40 moins, 40 plus, 40 moins. Quand c'est 40 plus, c'est trop chaud. Quand c'est 40 de moins, c'est trop froid. Et là, c'est notre infériorité, pas notre supériorité. Quand peut-être on arrive à trouver un territoire pour dormir, on se trouve un peu supérieur. Et notre espèce a accumulé des expériences de supériorité et infériorité avec tout le monde du vivant. Lui, à l'intérieur du monde du vivant, il n'était pas séparé. Il se sépare plus tard, à partir du néolithique. Avec cette idée, drôle d'idée, de se sédentariser et de planter des céréales. L'agriculture. C'est là qu'a changé, a commencé le changement de notre histoire. Parce qu'on était dedans. On était une espèce avec les autres espèces. Et ces expériences de médiation avec les animaux, avec les végétaux, avec les arbres notamment, les plantes médicinales au pain, avec l'eau de pluie, l'eau des rivières, l'eau océanique, avec les oiseaux, j'imagine, les dinosaures. Hein? Vous imaginez? Quel lien c'était la Terre quand il y avait ces animaux énormes qu'aujourd'hui sont des oiseaux? Ah oui, ils ne sont pas disparus, ils sont transformés. Les dinosaures ont été transformés. La plupart sont des oiseaux. Voilà, l'histoire du lien nous permet de dépasser l'idée de ce qui est figé, de nous mettre comme objet dans un territoire. Mais on est sujet qui vit tous les intempéries, les surprises, les imprévus,
temps en temps, on peut prévoir certaines choses. On peut prévoir un peu plus loin. Donc, les expériences de médiation sont des expériences qui aident à arrêter la pensée de la colonisation, à mon avis. Pourquoi? Parce que si vous regardez, même dans la colonisation, il y a de médiation. Il faut que je négocie ma place. J'ai compris qu'il y a un qui joue supérieur. Et donc, mon corps, okay, qui a un corps de travail dans les cueillettes de coton ou du café ou n'importe quoi, je peux négocier mon corps. Ah oui, je dois apprendre comment négocier avec mon corps pour qu'il puisse endurer, qu'il puisse résister au soleil, à l'exploitation et l'exploration de ma propre vie. C'est une expérience de médiation. Dure, nous sommes d'accord. Très dur. Pour ceux qui frappent et pour ceux qui frappent. Cette expérience de médiation casse cette offre d'or qui est la colonisation. Si on regarde qui à l'intérieur de chaque esclave, et avec tout respect de chaque ancêtre qui était esclave, qui à l'intérieur d'eux existent des langues, des connaissances, des savoirs, des souvenirs. Il y a un arbre généalogique. Alors, où est passé tout ce territoire? Alors, s'il vous plaît, quand les gens nous réduisent à des folklores africains ou amérindiens ou afro-amérindiens, quand même, vous êtes là dans les points de départ de la décolonisation ou de la post-colonisation. Comme si l'unique chose qui nous a resté, c'est ces petites danses, ces petits trucs, ces peintures. Non, c'est un territoire, c'est un langage, c'est une communication sidérale, c'est un mode d'existence. Quand on communique avec les plantes, ce n'est pas qu'on a resté, on a résisté à la colonie. Non, c'est un mode de vie que les gens connaissent si peu. Notre mode d'établir lien terrien, terrestre avec la Terre, les planètes, mais tout ce qui est là aussi. Pour nous, chaque être vivant a une âme. Donc, si nous parlons aux arbres, si nous causons avec toute forme de vie, c'est parce que nous sommes pas dans une croyance religieuse, mais dans un lien, dans une expérience de lieu. Nous sommes dans la médiation avec l'autre territoire que c'est l'arbre. Il faut connaître son territoire pour pouvoir retirer peut-être de quoi manger ou de quoi me faire un remède. C'est une expérience de médiation aussi. Et ça, aucune colonisation peut nous retirer. Je crois que plutôt ceux qui se sentent du côté supérieur des colonisateurs, qui ont fait subir les peuples, qui ont fait diminuer les peuples par intimidation, et qu'aujourd'hui ne savent planter pas un seul tomate. Alors dites-moi, qui est dépossédé? Qui est sans territoire? Qui appartient à qui?
Parce que quand les gens s'y collent aux techniques, voilà les néolithiques, les points de départ d'une longue histoire du début des techniques pour s'éloigner dans l'histoire qui traverse les corps et les liens, les corps et les lieux qui gardent l'expérience, les corps et les milieux qui sait y aller dans les autres milieux. Et quand il ne sait pas, il essaye, il explore. Elle est biodynamique avec la dynamique qu'elle a, la diversité du milieu extérieur. Quand on rompt cela, vous devenez de plus en plus lié aux techniques. Aujourd'hui, les mots technologie, nous sommes dans l'histoire de la dépossession. Donc, ce n'est pas une histoire de colonisation. C'est une histoire de perte de conscience, d'appartenance à la vie, l'appartenance à la terre, la perte de conscience que chaque corps est un lieu, est un lien, est un milieu, est un territoire d'une territorialisation que personne ne peut nous retirer. Peut-être je ne vais plus jamais planter une tomate, moi personnellement, mais à l'intérieur de moi, je connais la tomate, moi. Je plantais des tomates. Quand j'ai faim, quand j'ai eu faim de ma vie, combien de tomates j'ai mangé parce que je connais la tomate à l'intérieur de moi. Ça m'a permis de traverser la faim et le froid dans les rues de Paris. J'avais l'expérience de médiation des aliments dans mon corps. J'ai pu survivre. Peut-être je ne vais pas survivre 20 ans. Qui sais-je? Il y a de ceux, même aujourd'hui, dans les temps d'aujourd'hui, des gens qui ont arrêté de manger depuis 70 ans. Ils ne sont pas nombreux, nous sommes d'accord. Mais ils ont fait l'expérience, une autre expérience de médiation avec leur corps. Ils utilisent l'espèce et l'expérience de métabolisme d'une autre manière. Ils établissent une autre expérience, une autre conscience d'être en lien avec la vie. Ils commencent par la méditation. Ils font la médiation avec la lumière et les lumières pour pouvoir transformer, y compris la faim, y compris les besoins physiologiques. C'est un sacré bout de chemin. On ne fait pas comme ça, mais ce n'est pas impossible. Il y a un film qui raconte ça, s'appelle Lumière. Il a été publié et diffusé en 2007. Extraordinaire. Donc, quand nous pensons à l'expérience de médiation, l'autre peut être notre médiation. OK? Bien sûr. Vous savez pourquoi on plante un arbre proche à l'autre? Pas collé, mais proche à l'autre. C'est parce qu'un arbre tout seul, il va loin, mais il va prendre 2 fois, 3 fois ou 4 fois de temps en plus pour y aller. Mais un proche de l'autre. Établir une relation de médiation entre les racines antérieures à la terre et entre la partie supérieure de leur comment vous appelez ça? Canopée. La canopée, c'est l'ensemble de la forêt. Ah. C'est l'écume, les couronnes, non? Oui, l'écume des arbres. Alors, où il y a les brassages, né? Ils vont communiquer, ils vont se solidariser. Et si vous voulez rester coincé dans les concepts de colonisation, alors, s'il vous plaît, rajoutez les chapitres de solidarité. Les esclaves
ont dû créer des médiations solidaires pour pouvoir créer une résistance, une résilience. Parce que si ils n'avaient pas aucune médiation avec les lieux, alors si cette terre, qui ce n'est pas ma terre de départ, mais devient ma terre d'exil, si mon corps ne s'adapte pas, je suis une plante qui va mourir. Les plantes, c'est la même chose. Prenez une bouture, vous amenez dans un autre pays, voilà. Toutes les plantes ont aussi migré par les vents, par les oiseaux et par la main des hommes, par les caca des animaux. Il y a plein de manières que les arbres utilisent et les plantes utilisent pour se multiplier. Et les humains aussi échangent des graines, ils ont apporté des boutures. Mais nous sommes pareils. Si la colonisation avait ce pouvoir qu'elle prétend, parce qu'elle prétend avoir un pouvoir maximal, elle nous avait tous brisés. Non, nous avons résisté. Nous sommes les générations issues de ces expériences-là aussi. Nous avons d'autres dans la lignée de l'espèce humaine. Mais nous avons aussi cette histoire, cette expérience. C'est une expérience de résilience et de résistance. Donc, j'aimerais bien vous parler d'une autre expérience qui aide à décortiquer, peut-être même d'abandonner ces idées si attachées à colonisation et à décolonisation et à post-colonisation, qui c'est l'expérience des appartenances. Je veux même parler d'une avant. Et après, je parle d'appartenance. Katitou, on fait encore 5 à 10 minutes. Ça te va? 15 minutes, je peux parler de tout. Si je fais très vite, ok? Super, ça marche, ça marche. Alors, l'expérience d'appropriation. Je vous parler d'abord d'expérience d'appropriation. Parce que, vous voyez, en français, on a une expression qui dit comme ça. Il faut s'approprier du lieu. C'est comment ce truc? Ça veut dire que l'appartement, c'est pas à nous, mais on s'approprie du lieu. La maison n'est pas la nôtre, c'est une location, mais on s'approprie du lieu. Donc, regardez bien comme c'est intéressant. Aussi dans l'histoire de l'humanité, aussi dans l'histoire des esclaves, nous avons dû s'approprier du lieu de notre corps, de la terre, pour pouvoir résister, tel qu'un arbre qui n'a pas tombé. S'approprier d'une langue pour pouvoir communiquer. S'approprier même de la culture de l'autre pour pouvoir échanger et établir un minimum de troc culturel possible, même pour avoir des avantages, même pour avoir un tout petit peu plus de liberté. Donc, l'expérience d'appropriation, c'est s'y approprier, c'est s'y réinventer un lieu dans notre milieu afin de trouver son territoire. Je vais vous donner un exemple très ordinaire. Vous qui êtes jeune, qui vous allez beaucoup en fête avant les confinements, hein? Et on va dans une soirée. Et la première chose qu'on fait, c'est trouver notre territoire. Où on va se placer dans cette fête? On regarde, on fait un tour. Certains endroits, on nous dit par là, pas forcément. Notre corps, intuitivement, va chercher, s'approprier du lieu. De temps en temps, il est là en train de danser. Il voit que c'est mieux de s'approprier du lieu là
dans un autre endroit, il y a un garçon, une fille jolie, voilà, il va constituer ce territoire provisoire. Donc, dans notre histoire, on ne cesse pas de négocier notre appropriation du lieu. On ne cesse pas de s'y réapproprier des langues. L'immigration, c'est une histoire de réappropriation en permanence de l'autre. Donc, je parle de l'expérience des altérités. J'ai mis au pluriel, mais si vous voulez, l'expérience de l'altérité. L'appropriation, la médiation, l'expérience de lieu, du territoire, du milieu. L'expérience de la médiation, c'est une expérience d'altérité. On ne peut pas se suffire. Qu'est-ce que je vous fais jeu avec mon jeu? Non, jeu c'est intéressant, c'est en nous. Si c'est nous, élargi notre propre nous, en nous plus large. Et donc, l'altérité, c'est cette langue d'une expérience qui n'en cesse d'essayer d'apprendre de l'autre pour m'y prolonger, comme si l'autre c'est une sorte de mon prolongement, le prolongement de mon territoire, le prolongement de ma terre, T minuscule, le prolongement de cette aventure cosmique terrestre dans cette planète qui nous confine, dans cette galaxie qui nous garde, dans cet univers qui nous protège et à la fois nous enferme. L'altérité, c'est l'expérience d'élargir nos consciences. Qui suis-je? Je suis un jeu toujours provisoire. Quand je découvre en l'autre, oh, l'admiration de l'autre, il y a des gens même qui tombent amoureux. C'est juste qu'on est admiré par l'autre. Il y a des gens qui ne savent pas admirer, ils sont toujours jaloux, ils sont envieux. À place d'admirer, ils voient, oh, quelle diversité. Ils sont dans la perte de temps, de s'envier, de jalouser en l'autre. L'altérité nous apporte l'expérience des appartenances multiples. L'appartenance est multiple, elle est multi-appartenance, nos expériences. Pourquoi? Parce que nous avons, regardez bien, la conscience du corps au départ, il y a un bébé, il sait qu'il est un corps. Il a passé 9 mois dans son confinement dans un fœtus, à être fœtus, à danser sa danse dans les liquides. Et quand il sort, il a ses corps comme lien dans ce milieu, l'air, parce qu'il n'a plus d'eau. Avec ces étrangers, que plus tard il va dire maman ou papa ou je ne sais pas qui m'a élevé. Ok? Cette altérité, c'est notre condition de vie. Si on n'établit pas des relations d'altérité, on ne survit pas. Donc, ce n'est pas l'esclavage qui peut briser tous les liens. Parce qu'il y a dans notre technologie corporelle des espèces qui sont à l'intérieur de nous, de chaque cellule, de chaque particule de notre sang, mais de chaque histoire qui raconte nos ADN et nos ARN sur l'histoire de la Terre qui est là, emboîtée en nous. Dans notre corps, ça ne rompt pas les fils de l'altérité. Parce que si on n'a pas les fils de l'altérité, on ne grandit pas. On ne peut pas grandir, on ne peut pas survivre et on ne peut pas vivre. C'est l'altérité, la curiosité de l'autre. C'est l'envie de découverte. Ce n'est pas survivre au colon.
c'est établir un autre lien. Savoir qu'est-ce qui existe dans mes tripes, ma force, ma résistance, ma résilience, qui permet de créer cette altérité avec moi-même et avec les autres. Même dans un mutisme, même dans une souffrance, on établit une altérité avec la maladie. C'est propre à notre espèce. Même la personne qui est là, dans une maison de retraite, toute seule, confinée, elle établit des relations d'altérité avec elle. Les souvenirs, c'est une relation d'altérité. La mémoire, c'est une autre relation d'altérité. Et si vous fécondez dans la mémoire des autres, qu'ils sont seulement des Africains qui ont été colonisés, voilà qu'est-ce que vous donnez comme souvenir, comme mémoire et comme possibilité d'altérité, de s'y confondre toujours comme quelqu'un inférieur. Ce n'est pas vrai. C'est une histoire de liens. Nous sommes d'accord, l'humanité n'est pas très inventive, très belle, très artistique quand elle invente des moyens d'échange économique par l'esclavage. Elle ne fait pas preuve d'intelligence, bien entendu que non. Elle a fait preuve de moche, de violence, qui existent aussi dans nos liens d'altérité. Hélas, c'est notre paradoxe, notre contradiction humaine. Nous sommes en oui et en non. Nous sommes même en peut-être. Et donc, pour terminer, je voudrais vous laisser la dernière expérience qui me semble importante pour revoir, peut-être dépasser les mots colonisation, décolonisation et post-colonisation. C'est qu'il y a l'histoire des mouvements. Tout est mouvement là-haut. Et dans les mouvements là-haut, il y a eu les mouvements d'ici-bas. Et la Terre était créée. C'est par des multiples mouvements. Les multiples mouvements intraterrestres, infraterrestres, dans la superficie terrestre, là, dans ce niveau que nous sommes, toutes ces mouvances d'espèces, toutes ces transformations d'espèces, toutes ces protéines qui deviennent peut-être des virus, participent au mouvement de la vie. Tout ce qui est né est censé être en mouvance. Et la mouvance, c'est la médiation par excellence. La mouvance d'esclavage a fait juste, et hélas, un déplacement de millions de corps dans un territoire étranger par un système politique, économique, culturel, religieux spécifique. Mais ça n'a pas arrêté. L'absence créée dans ces lieux par les absents qui sont partis. Et la présence de ces absents-là, qui devient présence-là, modifie l'histoire de chaque territoire, qui avant ne comptait pas avec la présence de ces autres-là qui arrivent. C'est une drôle de manière de raconter une histoire de vivant. Mais on a fait cela. Pas moi personnellement, pas vous personnellement, mais ça appartient à l'histoire de nos mouvements, aussi la possibilité de se rendre esclave, de se faire esclave et de faire d'autres esclaves. C'est le paradoxe que nous devons vivre avec. Par contre, qu'est-ce que j'ai fait? Je reste bourreau, victime, sauveur pour sortir de ce truc-là judéo-chrétien, cette psychanalyse des bons marchés. Là. Il faut y aller dans les points de lien. Donc, pourquoi rester dans l'histoire d'esclavage d'hier ou d'aujourd'hui? Aller dans les histoires des gens. Comment les gens créent des liens, créent des médiations, s'y réapproprient
de son corps, de son histoire, de son territoire. Même les homeless, c'est qu'on dit qu'ils sont les gens qui vivent dans la rue, ils sont inscrits dans un territoire. Leur corps devient le territoire ultime. Tout est inscrit là-dedans. Alors, s'il y a quelque chose que je peux vous laisser, c'est que dans les mouvements, vous participez au mouvement. Si vous choisissez participer au mouvement en prenant les histoires des autres comme point de départ, je pense que vous égarez les chemins. L'esclavage, c'est un point de départ qui existe milieu point de départ en même temps dans l'histoire de la planète. N'avait pas que l'esclavage. Notre système économique d'aujourd'hui, c'est un au milieu d'une vaste diversité sociétale. Si on est fixé et on fait d'absolu les relatifs, on est fermé, on est encadré, on est dans une boule, dans une visière. C'est les liens. C'est comment on construit des liens, comment on s'y réapproprie des liens, comment on s'y réapproprie de notre corps, de nos consciences, comment on recrée des mouvements, comment on peut revoir des mouvances, mettre d'autres mouvances avec ou sans technologie qui peut nous retirer de l'impasse d'aujourd'hui. Comment vous et moi, nous appartenons à la vie. Comment vous et moi, nous appartenons à la Terre. Terre, planète, cette Terre. Qui allons-nous faire de confiner de nos liens? Qui apprenons-nous à faire dans cette intériorité où on a conscience comment nous sommes vraiment dans un grand confinement terrestre, cosmique, et que la vie sociétale qui est là dehors, ce n'est pas l'unique lien à la vie. Ce n'est pas l'unique manière de faire mouvance, de s'y approprier de la vie, de s'approprier des mouvements vers la vie, vers la terre. Comment vous et moi, nous nous laissons au pas prendre par les pièges de vouloir posséder une terre, un territoire, des valeurs, des choses, tant qu'au long de toute une vie, vous n'avez même pas pu peut-être s'y poser la question, mais pourquoi dois-je posséder les choses si je n'appartiens pas à la vie? Parce que la vie ne nous appartient pas. C'est nous qui appartenons à la vie. Mais pour faire quoi de ces jeux avec un nous? C'est quoi mon nous dans mon jeu? Qu'est-ce que mon jeu fait dans ce nous? Et à ces moments, on peut déconstruire ces faux concepts qui je trouve qu'il est caduque. Il faut qu'on repense, qu'on échange, qu'on s'y réapproprie de la vie pour dépasser la colonisation, la décolonisation et mettre quelles sont nos appartenances au territoire, quelles sont nos appartenances avec la vie, dans un autre nous, un nous autrement, un jeu autrement. Paix et prospérité pleinement. Je vous remercie de votre attention. Merci, Katito. Merci, c'était un manifeste pour la post-pandémie. Non, c'est vrai, je trouve que tu as... merci beaucoup, hein, c'est très généreux comme d'habitude, en tout cas ce que je connais de toi, et puis très
très vécu. C'est ce qu'on ressent, que c'est en fait que la manière dont tu vis, tu en parles et que ça fait un. Et je pense que j'aurais peut-être juste une question. Parce que comme nous devons tout traduire, on aura pas mal de boulot. C'est pour ça que j'essaie de garder le temps. Mais si tu peux me juste dire comment tu rajouterais, j'ai trouvé ça très euh, qu'il y a beaucoup de soutien pour nos pensées, d'inquiétude, d'anxiété que ce confinement peut produire aujourd'hui. Et comment tu arrives à trouver pas arrives, pardon, comment tu nous montres qu'il y a ces importances de faire le lien, de faire des expériences, comme tu dis. Et qu'est-ce que tu... Parce que l'humanisme, Oui, aussi tu veux, pour la suite l'humanisme après. ou l'humanité ne commence pas par elle-même. L'humanisme ne commence pas par lui-même. L'humanité, c'est une expérience de lien. Et si on reste dans ces encadrements, dans ces enfermements des réseaux sociaux, on n'est pas capable d'élargir les consciences plurielles. On n'a pas qu'une seule conscience, elle n'est pas seulement pensante. On a d'autres consciences. Alors, l'humanité est une histoire qui ne commence pas avec elle. Elle est la dernière espèce et elle n'est pas achevée. Elle est une espèce en mouvement. L'histoire de ces virus, c'est une histoire qui dit vous allez dans une accélération de votre propre destruction. C'est antinomique, mais vous faites. Vous savez que c'est dangereux, vous poursuivez. Vous savez que c'est pas bien, mais vous continuez. Vous lâchez rien. Alors, nous sommes dans une période où il faut apprendre à lâcher ce qui alourdit la valise. On ne peut pas construire une autre possibilité de monde, puisque ce monde est enfant à sa fin. C'est un monde qui a vécu 60 ans d'histoire, d'exploration, exploitation de ces ressources qui lui ont été données gratuitement dans une longue histoire de liens. De 4,5 milliards d'années, nous avons 200 millions d'années, nous, humains, si ma mémoire est bonne. Si ma mémoire ne me trompe pas, 180 millions d'années, on était nomades. On a 20 millions d'années seulement de nomadisme, sédentarisme. Et quand on devient véritablement des sédentaires, on devient des bêtes féroces. Pardonne-moi les bêtes. On devient prédateur de soi-même. Aujourd'hui, avec le développement économique des économies capitalistes, communistes, socialistes de ce qui a resté, du nouveau communisme qui est là, du nouveau capitalisme qui est là, d'une mondialisation qui ne commence pas au 19e siècle, ça commence même avec les histoires des migrations, d'esclavage. C'est très ancien. C'est minimum 14e, 15e siècle. Nous sommes en train de dire qu'on ne peut pas freiner parce que le train est allé trop loin et trop vite. Comment on ne peut pas? Coronavirus arrête tout le monde. Il peut même exterminer l'espèce. Et à mon sens, si on était absent, ça serait meilleur pour la planète Terre. Ça ne sera pas notre fin, sera notre longue pause.
Parce que comme tout est mouvance, l'espèce reviendrait et reviendra autrement, y compris dans son background, l'expérience de ces virus dans nos cellules. Donc là, nous allons vivre une histoire de déconfinement, que j'espère qu'il soit progressif, pour que la perte des gens ne soit pas trop massive d'un coup. Et là, les gens paniquent encore plus. Mais comment peut-on déconfiner et garder les mêmes modes d'industrialisation, les mêmes modes de comportement numérique, les mêmes modes d'empreinte technologique qui fait tort avec l'épuisement des ressources d'eau planétaire, sans compter tout ce qu'on a déjà. Tout ce qu'on a déjà utilisé, exploité. Je suis avec toi. Je suis désolée. Il y avait une livraison Ah, qu'on a attendue depuis longtemps. Désolée. je voudrais juste que tu rajoutes éventuellement dans la partie du territoire natif quelque chose que j'ai oublié, qui m'est revenu à l'esprit, qui peut-être cette nostalgie du paradis perdu, Oui, de cette fixation que nous appartenons à un territoire d'origine, que nous sommes un peuple tel ou tel, il y a des peuples d'origine, le peuple premier. Je crois que ça, c'est parce que on a largement eu une histoire des ancêtres et une histoire des aïeux dans ce territoire. Et là où nos morts sont morts,
et où on a eu une histoire, une mémoire d'une continuité généalogique même. Je crois que c'est ça, cette idée humaine de rester fixée aux idées de territoire natif. Moi, je préfère l'expression le territoire de départ, pour garder en clair dans la conscience que nous sommes en permanence, en permanence migration, nous sommes des migrants. Même quand nous sommes avec ces appareils, nous migrons. Je suis chez toi, tu es un peu chez moi. On migre de langue à langue, on migre des idées, on migre des goûts. On n'a pas parlé des expériences sensorielles, ni les expériences de vécu, mais voilà. Notre espèce est dans cet agencement. Ça fait partie de notre agencement. Migrer, muter, transformer et métamorphoser. Donc, cette crise, elle ne peut pas être maîtrisée sans l'abandon de certaines choses qui dépassent la tournure de la mondialisation. La mondialisation est trop large comme concept parce qu'elle va avec 7 milliards et demi. C'est beaucoup trop de monde. Il fallait combien de terres pour 7 milliards et demi? 3 terres, 4 terres. Donc, forcément, on va perdre des terriens. Forcément, des terrestres vont partir. Mais pour garder les mêmes systèmes, la même logique, les mêmes logiciels, non, il faut changer. Il faut changer de logiciel. Notre logiciel est épuisé, il épuise. Il épuise les sensibilités. Il épuise les rapports, les relations dans les expériences du vécu. L'expérience du vécu, ce qui pour moi est marquant, c'est l'interaction. C'est l'unique espèce qui n'est pas en autonomie d'énergie. Les plantes sont largement en autonomie d'énergie. Les algues, les animaux, si on parle, les animaux seront même dans un banquet et vont pouvoir s'y refaire sans aucun souci. Nous sommes ceux qui épuisent les énergies qui nous viennent gratuitement du ciel et de la terre. Et donc, nous n'avons jamais, en 200 millions d'histoires humaines, appris à co-créer d'énergie avec notre corps technologique, notre territoire technologique, notre territoire cellulaire. Et pour autant, les plantes le font. Certains qui jeûnent, ils jeûnent beaucoup et qui apprennent à économiser énergie, à conserver énergie et à co-créer énergie pour pouvoir jeûner. Ils sont là dans un apprentissage d'utilisation haute de la propre énergie du corps cellulaire. Ce n'est pas qu'on va tout jeûner, parce qu'on ne va pas tout jeûner. On n'a pas la même option de vie. Il y a des gens qui n'acceptent même pas diminuer un seul repas dans la journée, tandis qu'il y a des millions qui vivent sans aucun repas, vivent avec si peu de choses. Alors, pour moi, ce n'est pas une prophétie, mais je crois que les gens qui ont tout perdu, les gens qui connaissent depuis des décennies la privation, ils ont les backgrounds constitués pour traverser cette crise sans aucun souci. Parce qu'ils sont déjà dépourvus, dépossédés des liens dignes d'existence. Et donc, ils ont un background qui a une technologie de résilience physique et métaphysique. Ceux qui sont plus attachés à toute forme de matérialité vont avoir beaucoup plus de mal. Surtout, ne sort pas pour créer des liens, pas des liens des réseaux sociaux, des vrais liens d'échange, de troc. Qu'est-ce que je peux faire pour toi que tu peux faire pour moi?
qu'est-ce qu'on peut échanger? Parce qu'on ne mange pas que de nourriture. On mange des liens. On mange l'autre. Ce n'est pas une anthropophagie. C'est un système conditionnel à notre existence. L'autre, c'est une source de nourriture. Un regard de l'autre et on peut s'y mettre debout. Et un regard de l'autre, on peut se mettre par terre. L'autre est cette source d'énergie qui, à côté de l'autre, on disait même, mais s'il y a de l'amour, on peut y aller ensemble. Peut-être ils ont raison. Ce n'est pas un roman à l'eau de rose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'autre qui crée lien d'altérité. Et donc, dans cette crise, je trouve que ce virus, elle est plutôt une opportunité pour s'y préparer à la métamorphose. Parce que si c'était une crise boursière, dès le départ, dans le monde entier, on était dans des émeutes, avec des violences et des fantasmes, des violences, fantasmes de colonisation qui vont sortir. Fantasmes de, peut-être même si la marque, il fallait mettre la marque aujourd'hui, ce n'est pas dans la colonisation que je mettais la marque. Je mettais plutôt dans cette idée du fascisme que Hitler a laissé comme héritage pour la planète. C'est là que la marque, les clous d'or, doit peut-être être évaluée. Qu'est-ce qui a resté du nazisme qu'après la guerre, on rentre dans une révolution verte qui n'est pas verte du tout. Et on continue à dizimer la terre et l'humanité comme si on avait l'haine de l'autre, une haine de l'autre. Je crois que c'est là les points qui se trouvaient reliés à la colonisation. Je crois que le fascisme hitlérien, c'est une forme de déguisement d'un déni et d'un très mal vécu du processus de reconnaissance de l'autre, de vivre ensemble, symbiose, l'impossibilité de symbiose, et qui s'y remarque, bon, on ne peut pas coloniser, mais on peut devenir facho. Ce n'est pas facile comme ça, comme lignée de pensée, mais je crois que c'est dans une inconscience, dans la conscience qui pense que l'autre n'a pas le droit. Mais l'autre qui pense que l'autre n'a pas le droit, lui n'est pas du côté de la vie. Lui aussi est déjà dehors du côté de la vie. Il ne connaît pas l'extension de la vie. Donc, je crois que s'il y a un problème, c'est que tous les systèmes de violence, qui soient d'esclavage blanche ou noir, des juifs ou des africains ou d'autres peuples, c'est que dans l'histoire de la rupture de notre nomadisme et de notre manière de faire le sédentarisme, il y a eu une rupture, une blessure dans l'histoire de la construction du collectif humain. Et ça donnait, par des suites des guerres, des empires, une fausse idée de possession. Ça veut dire l'horloge qui était, on appartenait à la vie, on appartenait à la terre, a cassé la vitre du sablier. On a perdu les sables à l'intérieur et on a essayé de coller les sabliers en voulant garder la possession du temps de vie. Et on a confondu ça. La sédentarisation n'a pas nous laissé libres. Elle a fait de nous des hommes peut-être beaucoup moins libres qu'on était avant. Merci. N'a pas de quoi. Nous sommes dans une courbe, né? Et pendant que nous sommes dans la courbe, c'est comme si on était dans les films.
C'est comme si on était dans les films, dans la pellicule. Ah oui. Sauf que ce n'est pas science-fiction, nous les vivons. Ouais. Je crois que les gens vivent beaucoup avec ces moyens qu'on utilise nous-mêmes pour pouvoir établir une médiation. Et quand je ferme les yeux pour rentrer en médiation de lumière, de boire de lumière, de me remplir de lumière, de me nourrir autrement, okay? De alimenter mon lien avec la vie, avec la terre et au-delà de la terre, okay? Je sens qu'il y a peu de gens qui font ces vortex. Je sens peu de présence dans ces courants, dans ces modes d'existence. Peut-être mon mode d'existence ne va pas. Peut-être les cadeaux qu'il fallait faire autre chose. Mais c'est pas plus, est-ce que c'est pas plus le fait qu'on a l'impression de vivre d'un jour à l'autre, pour une fois? Oui, mais les gens sont en train de vouloir rapidement que les mondes d'avant viennent. Donc, ils ont bien compris. Ils ont bien compris. Non. Bien compris. Et peuvent passer leur temps à s'y plaindre ou parler la même chose que par la radio et la télé. Qu'est-ce que c'est cette crise de civilisation, quoi? Qu'est-ce que c'est cette crise de conscience? Ce manque de discernement, cette absence au manque de sagesse sur les points de la vie. C'est quoi ce déni, cet aveuglement, cette cécité vis-à-vis l'appartenance de la vie? On a blessé si gravement notre sablier au point je n'ai pas compris que ce n'était pas les sabliers que c'était important, c'était les sables. Nous sommes ces sables, nous sommes les sels de la terre. Hein? Ça veut dire qu'il y a une sécheresse de l'eau en nous. Hein? Tu vois bien, dans les univers, il y a de l'eau, beaucoup d'eau. Nous sommes une planète qui était constituée par les eaux qui ont voyagé, et voilà notre départ. Dans notre corps, on est un contenant dont le contenu est 80% d'eau. Aujourd'hui, nous utilisons un système de communication qui épuise l'eau. Alors, la question est, pourquoi on veut liquider avec la vie humaine? Et avec nous, amener tous les restes. C'est où la blessure? Où nous étions si blessés pour que l'appartenance de la vie ne crée pas de lien d'amour ni de solidarité. Et si ça crée pas suffisamment parce que les gens veulent aimer l'autre à condition qu'ils ne perdent pas leur Facebook. Mais attends, Facebook n'a même pas 10 ans. Peut-être elle a 10 ans, mais elle n'a même pas 50 ans d'histoire. Les insupportables, ces portables que je rappelle les insupportables, ils n'ont même pas un siècle. On écrivait des lettres. On pouvait attendre l'absence de l'autre. Maximum, on va en téléphone public. Mais sinon, l'autre, c'est on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Aujourd'hui, qu'il y a tous ces moyens, les gens sont toujours en retard. C'est quoi ce truc? Donc, ils sont en retard du temps, ils sont en retard avec eux-mêmes, ils sont en retard avec leurs sentiments, ils sont en retard avec leurs émotions, ils sont en retard par rapport à l'autre, l'altérité avec l'autre, la relation créée avec eux. Mais on accélère pour aller trop vite et encore plus vite. Pour y aller où? Pour mourir. Tu sais, en Afrique, il y a ce dicton extraordinaire. Il dit, écoutez, nous avons du temps. C'est vous les Suisses qui ont l'horloge. On leur montre. C'est vrai. Il y a des vies qui s'y plaisent plus de la vie, même plus simple. Parce que nous parlons des confinements
Mais sincèrement, c'est une blague pour les pygmées. C'est une blague. Les pygmées sont confinés comme nous dans la terre, etc. C'est une blague. Ils sont aujourd'hui plus libres que nous qui sommes là confinés autour des murs. Alors, il doit dire, mais les Occidentaux, ils ont cassé un truc là-dedans. Viens vivre comme nous. Viens vivre comme nous. Et voilà, c'est réglé. Mais pourquoi on veut garder un moyen de vie qui nous sépare du mieux, qui nous sépare les uns des autres? T'imagines, pour voir quelqu'un, il faut poser un rendez-vous. Quelquefois même 2 mois, 3 mois, 4 mois de vacances. Ça fait quelquefois qu'il n'arrive pas. Quand je suis arrivée en Europe, j'étais très intimidée par ce truc qui il fallait demander rendez-vous. Rendez-vous. J'ai dit, rendez-vous, c'est quoi? La personne, rendez-vous. Vous savez, rendez-vous, vous voulez voir l'autre? Oui. Donc, voilà, il faut demander un rendez-vous. OK. J'ai dit, rendez-vous, c'est écrit comment? Et elle m'a écrit là. Rendez-vous. J'ai dit, je m'y rends à l'autre. Et l'autre va s'y rendre à moi seulement si je lui demande qu'il m'y rend. Et la dame a dit, non, madame, c'est plus simple que ça. Vous rendez rien. J'ai dit, mais si je ne rends rien, l'autre ne me rend rien. Donc, c'est quoi notre rencontre? Qu'est-ce que nous rendons un à l'autre? Parce que c'est ça. Si on pose une condition de s'y voir, c'est qu'on va rendre quelque chose réciproquement l'un à l'autre. Depuis quand c'est si compliqué de voir l'autre? Alors, tu vois, quand les gens me donnent une adresse, déjà les adresses, la ligne de métro, les bus, quand tu arrives, il y a les codes, il y a les étagères, il y a les escaliers A, B, après les cours. J'ai dit, c'est vachement compliqué chez eux. Ah oui, c'est une manière de ne pas être en relation. C'est une manière de se protéger. Donc, tout ce qui va nous appartenir, c'est pour rester gardé. Parce que l'autre, c'est un danger. L'autre, c'est l'enfer. Alors, cet autre pouvait être mon fils, ma fille, mon amour. Mais les liens, ma famille, mon lien où je suis née, mes origines, c'est par l'autre. Donc, tu vois bien, ces liens d'appartenance, c'est extrêmement discriminatoire. Les gens, je ne sais même pas comment les gens arrivent à aimer les uns les autres. Parce qu'au départ, on ne devait pas se rencontrer. Ah oui, tu vois bien. Quelle possibilité qu'on a de se rencontrer. Par exemple, moi et toi. Quelle possibilité de se rencontrer dans la vie. 0, tu mets beaucoup de zéros et après tu mets un 9. Parce que si moi, je n'avais pas fait la migration, on ne se rencontre jamais. Exactement. Et peut-être, on traverse la rue, on ne va même pas se rencontrer. Combien de mouvances, combien de liens, combien de médiations ont été besoin pour qu'on soit dans l'admiration, le partage d'une de l'autre. Et même comme ça, on s'y voit peu. Et on est dans un monde qui a tout pour s'y voir, pour communiquer, etc. Donc, il faut abandonner. Il faut abandonner beaucoup de choses dans la valise. C'est trop lourd. Il faut abandonner. Tu sais, il y a une histoire que les gens disent comme ça. La maison est en train de prendre feu. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre avant de partir? Tu connais la réponse? Tu prends le feu.
que les feux, c'est l'élément d'une construction de la suite de l'humanité. Tu prends l'unique élément vivant, tu prends le feu. Et donc, cette société-là, qu'est-ce qu'elle va laisser? Si tu dis aux gens, écoutez, vous faites un départ, on va partir pour Mars. Il y a des gens qui vont avoir des valises incroyables. Je crois que peut-être les uniques qui sont préparés sont les Juifs, parce qu'ils sont habitués à avoir de petites valises. Hein? Quand je suis allée la première fois en Tunisie, je termine là parce que ton temps est précieux, et j'étais chez une dame qui, derrière la porte d'entrée, il y avait une petite valise, tu sais, jolie, une valise de 1950 ou 40, quelque chose comme ça. Peut-être même plus vieille que ça. Tous les jours, cette valise était là. Cette dame vivait dans une sorte de restriction alimentaire, comme si elle était toujours en confinement, en guerre. Et donc, papier hygiénique, tout était tellement contrôlé. J'ai pris beaucoup de temps pour comprendre que j'étais chez une juive qui habitait dans ces pays, parce que c'était le dernier pays où ses parents sont arrivés après multiples voyages d'exil de toute sa famille juive. Au total, ils avaient fait, dans sa connaissance, environ 50 voyages. Et donc, t'imagines les générations qui vont avec. Hein? Donc, elle me raconte l'histoire comme elle arrive en Tunisie. Mais elle dit, vous voyez la valise? J'ai dit, ah oui, oui, je voudrais même vous poser la question, vous partez en voyage? Elle dit, non, les jours qui arrivent, je suis prête. Les jours qui arrivent, quoi? Elle dit, vous pensez vraiment que nous vivons avec la tranquillité de pouvoir rester quelque part? Aujourd'hui, cette histoire me vient à mon esprit comme si cette dame m'avait déjà prévenu du monde et je n'avais pas saisi. Pour autant, partout où j'habite, je laisse toujours des sacs, des petites valises, toujours en son hommage à elle, mais toujours pour me rappeler que tout doit être porté dans un petit sac. Bien sûr qu'on va perdre des choses. Je crois que si c'était aujourd'hui, s'il fallait porter quelque chose, et si j'avais des doutes, j'aurais aimé avoir le temps de mettre mon genou par terre et dire tous les dieux, toutes les déesses, toutes les divinités, toutes formes d'invisibles qui accompagnent cette terre et cette galaxie. Donne-moi la condition d'amener moi à part entière. C'est ce que je voulais répondre à ta question par rapport à Maison en Feu, que je prendrai moi-même. Voilà. Mais tu nous laisses rien, tu prends entièrement, ok? Katito, je vais te vraiment remercier très chaleureusement. Nous faisons donc la traduction avec mes étudiants. Et puis, on va se rappeler, et je crois que ça va être par un autre insupportable technologique. Ça va pas être Zoom. Ça va pas être Zoom. Il y a quelque chose qui s'appelle Microsoft Teams. Et il faut que je... Mais toi, tu vas m'envoyer seulement un lien. Moi, je vais t'envoyer le lien et je crois que tu n'as... Je pense pas, mais je vais me renseigner. Je vais essayer de faire le plus facile possible. D'accord. Et puis, ça veut dire que eux, ils vont avoir la traduction, ils vont voir cette vidéo et ils auront sûrement des questions et on va échanger. Oui. Aussi, ils pourront se présenter à toi un peu. Ils ont déjà vu la vidéo. C'est ça. Ils ont vu les vont textes, lire. donc ils ont préparé leur métraillette pour me charger de questions. C'est ça.
Mais surtout, ils vont aussi se présenter un peu à toi très brièvement d'où ils viennent. Alors, le Oui, point de départ des points de départ. et ce qu'ils C'est font. très bien, Voilà. c'est très bien. Je te Oh, remercie parce que tu as pris beaucoup de temps aussi pour moi et ton temps est précieux aussi. écoute, ta collègue m'a dit que quelqu'un rentrerait en contact avec moi. Je l'ai envoyé tous les documents qu'elle m'a Oui, demandé, mais oui, la personne n'a pas fait. Donc, d'accord. si elle te pose la question, tu dis non, personne n'a contacté Ok, Cathy. bah, je vais relancer. Je vais lui Oui, redemander. c'est juste Ça parce marche? que c'est une obligation, il faut qu'elle sache. Mais sincèrement, j'ai senti que personne ne va me contacter. Ce qu'elle a fait, c'était déjà le nécessaire pour donner suite. On verra. Hmm, D'accord? d'accord. Je vais lui dire parce que je pense normalement c'est elle qui s'en occupe ou elle t'a dit qu'il y aura quelqu'un d'autre, non? Elle a dit quelqu'un d'autre, mais moi, sincèrement, là-haut, ils ont dit ça ne va pas avoir quelqu'un d'autre, ça va être ça. Et c'est... Parce qu'elle m'a demandé même d'envoyer mon RIB, tout ça, j'ai déjà fait. Mon numéro de téléphone, date de naissance, tout ça. Elle a demandé